Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Je vous propose ce matin de revenir à un débat qui s'est tenu mardi soir au Sénat, un débat portant sur l'avenir des trains intercités, cela à la demande du groupe communiste et après la remise du rapport Duron, rapport sur les trains intercités qui préconisait la suppression de certaines lignes. Il faut dire que les trains intercités, c'est le maillon faible du rail français, avec des problèmes de vétusté, des réseaux, problèmes de régularité, problèmes également de rentabilité de certaines lignes. Alors si tous les élus étaient d'accord et appelaient à la modernisation de ce réseau, tous au contraire ne sont pas d'accord avec la conclusion de ce rapport, à savoir la suppression de certaines lignes, notamment les élus communistes qui voient là encore la preuve de la fin de certains services publics et un moyen d'accroître la fracture territoriale. Tout de suite donc, retour à ce débat, c'était mardi soir au Sénat. Monsieur le ministre, mes chers collègues, si nous sommes ici ce soir, c'est à la demande du groupe CRC qui a souhaité que soit organisé un débat dans notre hémicycle sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire. En effet, la remise au gouvernement du rapport Duron soulève de nombreuses inquiétudes. Il mérite que les représentants de la nation que nous sommes s'expriment à ce sujet et soient entendus avant que les décisions soient prises. Pour bien comprendre les enjeux, il est nécessaire de faire un peu de l'historique. Avant, la SNCF, société intégrée, assurait l'équilibre de ses comptes avec l'ensemble de ses activités. Ainsi, la rentabilité, ligne par ligne, n'était pas le seul critère pour juger de leur pertinence. Aujourd'hui, on applique à la SNCF les mêmes recettes que dans le privé: segmentation, massification, externalisation et socialisation des pertes. Ceci, bien sûr, pour verser progressivement dans le domaine du privé les activités rentables et confier aux collectivités ce qui ne l'est pas. Les mêmes qui prônent ce système continuent d'ailleurs de dire que les collectivités coûtent trop cher. Allez voir. Depuis 2010, les lignes d'équilibre du territoire bénéficient d'une convention avec l'État, conformément au règlement OSP définissant précisément les obligations de service public devant être assurées par la SNCF, opérateur historique, en échange d'une compensation financière de l'ordre de 340 millions. Sur tous les bancs de cet hémicycle, nous avons défendu nos trains. Il faut savoir que ce conventionnement relevait essentiellement d'un jeu d'écriture, puisque la SNCF finance de fait ces lignes à 96 %. C'est sans doute cette raison qui l'a poussé à proposer, dans un document qui sortit dans la presse, une solution radicale, et solution qui fait apparaître le rapport Duron comme une position raisonnable. SNCF Mobilité se conduit désormais comme une entreprise privée qui se sépare de ce qui n'est pas financièrement rentable pour pouvoir jouer le jeu de la concurrence. Si cela continue d'ailleurs, à SNCF, il va falloir enlever NCF, deviendra SIM, Société internationale de mobilité. Le rapport rendu le 26 mai dresse un constat que nous partageons, un constat sans appel sur la situation de ces trains, vétusté du matériel et de l'infrastructure qui entraîne retard et inconfort. Sur les propositions, tout le monde considère comme une fatalité l'inconséquence historique de l'État. Donc, lui demander de réparer ces manquements ne semble pas être une option, et ce n'est pas l'orientation qui est prise par ce rapport. Il propose, dans une logique comptable, d'agir à échelle variable, ligne par ligne, pour accentuer l'offre à certains endroits, la limiter dans d'autres, parfois transférer sur les régions, proposer des bus en remplacement, voire même supprimer certaines liaisons. Ces préconisations sont en contradiction totale avec l'objet même de la convention TET, qui constitue d'ailleurs, selon le gouvernement et le site du ministère, il suffit d'y aller, une réaffirmation par l'État de l'importance de maintenir le service public ferroviaire dont les TET constituent l'essentiel même, en expliquant plus loin qu'elle s'inscrit dans une politique mettant en œuvre la transition écologique et participant à l'aménagement du territoire. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez dit, Monsieur le ministre, ce matin à ma collègue Laurence Cohen. Le réseau ferroviaire a en effet toute sa place dans l'offre de mobilité pour des raisons sociales, environnementales et, je dirais, aussi patrimoniales. Nous ne devrions alors pas parler concurrence et rentabilité, mais aménagement du territoire. Dans les pays qui sont cités en exemple, des pans entiers de leur territoire ne sont plus desservis aujourd'hui par le fer. À ce titre, les propositions du rapport ne sont pas acceptables. Les régions souffrant d'enclavement seront encore plus isolées. C'est particulièrement frappant dans la région Auvergne, où 5 des lignes TET sur les 6 existantes sont appelées demain à être supprimées.
Et dans ma région Lorraine, par exemple, le seul TET existant est menacé, ainsi que le train de nuit allant du Luxembourg à la Méditerranée. Pourtant, je vous assure, il est bien rempli. Comment lutter demain contre la désertification des territoires en supprimant des dessertes? À l'heure où notre pays doit accueillir la COP21, comment comprendre que l'on privilégie la route aux dépens du rail? Comment concilier les principes de transition écologique et le développement de l'offre de bus? Rappelons encore et encore que les entreprises utilisent gratuitement le réseau routier quand elles mettent des véhicules sur la route entretenus par les collectivités, donc gratuits, alors qu'elles payent pour utiliser le réseau ferroviaire. D'ailleurs, les sociétés d'autocars ont bien compris la place qui leur était réservée. Elles sont toutes prêtes à proposer des offres alternatives au TET et au TER en prenant l'argument d'un besoin de mobilité pour les personnes à faible revenu. Là encore, nous disons que la réponse à la mobilité est dans la hausse des salaires, pas dans le dumping social. D'ailleurs, comment ne pas souligner les heureux hasards de calendrier qui conduisent à ce que ces remplacements annoncés de trains par des bus soient envisagés au moment même où la libéralisation des transports par autocar est autorisée par la loi Macron. Nous sommes donc dans un mouvement cohérent et global qui favorise la route au détriment du rail. Le discours se veut pourtant rassurant. Or, dans les faits, nous constatons la rétraction importante des moyens publics. C'est donc une gestion de court terme et au final l'abandon de l'industrie ferroviaire. L'obsolescence du système ferroviaire a été organisée à coup de libéralisation et de privatisation progressive et de désengagement de l'État. Nous avons d'ailleurs évoqué ces questions lors du débat précédent sur l'industrie ferroviaire, où les politiques d'austérité ont conduit à une baisse de la production. Alors que nous avions un modèle intégré autour de l'opérateur public, ce modèle a été progressivement brisé au nom de la libre concurrence promue par Bruxelles. L'opérateur public a été morcelé, démantelé et dans le même temps lesté du poids d'une dette trop lourde, 44 milliards, à côté desquels le déficit des TET n'est rien. Par ailleurs, depuis 2004, le système a été progressivement régionalisé, confiant de plus en plus de responsabilités à ces collectivités. Après l'effort qu'elles ont dû faire pour remettre à niveau les TER, les régions sont asphyxiées par la baisse des moyens et l'absence de ressources supplémentaires, puisque le gouvernement a supprimé le versement transport interstitiel que le Sénat avait instauré. La création demain des grandes régions fera apparaître de grandes disparités territoriales, alors même que nous sommes attachés à la dimension nationale de ce service public au regard de la nécessaire unité du réseau ferré et du caractère national du droit à la mobilité. La force de notre nation a été son maillage en réseau. Les lois successives n'ont pas permis de trouver une solution au défaut de financement du système. Pire, l'Agence de financement des transports a été privée de ressources par les décisions successives, comme la privatisation des autoroutes et l'abandon de l'écotaxe. Tout cela conduit aujourd'hui à abandonner une partie du réseau où les efforts de rénovation à faire sont trop importants. Certes, le rapport préconise des efforts de renouvellement du matériel, et nous sommes d'accord, mais il ne répond pas à la question globale de savoir quelles ressources sont nécessaires pour permettre la continuité et la qualité du système ferroviaire et qui doit payer. Il faut ici rappeler que l'État français se situe loin derrière des partenaires européens concernant l'investissement public dans le ferroviaire. Il n'y participe qu'à 32%, contre 50% en Allemagne, puisqu'on prend toujours l'Allemagne en exemple, et bien davantage dans d'autres pays, puisqu'on monte jusqu'à 90%. Nous sommes extrêmement inquiets que ce rapport préconise comme avenir inéluctable pour les TET l'ouverture à la concurrence, alors même que le 4e paquet ferroviaire n'est toujours pas adopté. Cette préconisation est en cohérence avec ce qui a été adopté ici, même concernant l'ouverture à la concurrence des TER dans la loi Macron. Là encore, nous sommes bien dans une logique globale. D'ailleurs, les entreprises ne s'y trompent pas et ont d'ores et déjà envoyé aux parlementaires des argumentaires pour louer la concurrence comme alternative à l'abandon des lignes non rentables, en invoquant l'importance du service public. On marche sur la tête. L'exemple du fret est parlant. L'ouverture entière à la concurrence en 2006 de ce secteur d'intérêt général a justifié le désengagement de l'État et de la SNCF des infrastructures, des matériels et de l'activité d'opérateurs. Ce secteur est aujourd'hui moribond. C'est ce que nous voulons pour les TET. Nous savons que derrière tout cela, ce qui est visé, c'est aussi le statut des cheminots. Nous sommes dans un moment de grande précarisation du salariat et la volonté de supprimer toutes les protections sociales qui sont vécues comme des entraves au marché. Nous considérons pour notre part que les TET, les TER et les TGV sont des offres de mobilité distinctes et complémentaires. Les TET desservent mieux les territoires et sont moins chers que les TGV. Ils parcourent parallèlement des trajets plus longs que les TER.
Il n'est donc pas vrai que la présence d'une offre permet d'en supprimer une autre. Cette fragmentation et cette limitation de l'offre risquent de créer des ruptures de lignes et ainsi de mettre à mal la continuité du réseau ferroviaire. Pour conclure sur le rapport Duron, il faut dire qu'il est parti de la feuille de route qui lui a été donnée, celle de limiter les dépenses. Il ne peut donc pas conclure autre chose. Il a le mérite de faire un diagnostic complet et partagé et de préconiser des mesures bien plus équilibrées que celles que la SNCF voulait imposer. Mais ces propositions font preuve d'un manque d'ambition pour le ferroviaire. Au contraire, nous sommes convaincus de l'importance non seulement de conserver l'ensemble des lignes TET en améliorant le service rendu aux usagers du service public, mais également de développer l'offre. Nous invitons donc le Gouvernement à financer le développement du ferroviaire en proposant de reprendre tout ou partie de la dette dans une structure de défaisance. Cela ramènerait plus d'1 milliard chaque année pour le chemin de fer. C'est cela l'enjeu de demain pour le rail, trouver de nouveaux financements pour développer son offre afin de répondre efficacement aux enjeux de mobilité, aux enjeux environnementaux et aux enjeux d'aménagement du territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup et bravo pour avoir tenu le temps de manière aussi parfaite. Alors, dans la suite du débat, la parole est à Madame Annick Billon pour 8 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit est la suite indispensable de la mission de 6 mois pour laquelle le Premier ministre avait nommé 6 élus nationaux et 2 régionaux, ainsi que des personnes qualifiées pour travailler au sein de la commission Avenir des trains d'équilibre des territoires, présidée par Philippe Duron, député du Calvados. En effet, le rapport présentant un diagnostic et formulant des propositions d'évolution pour les 40 liaisons ferroviaires entre les grandes villes non desservies par le TGV qui vous a été remis, Monsieur le Ministre, le 26 mai dernier, mérite que le Sénat s'approprie ses conclusions pour prolonger le débat commencé en commission développement durable le 28 mai suite à l'audition du président Philippe Duron. Le diagnostic et les besoins en termes de mobilité de nos territoires régionaux sont les axes dans lesquels j'inscris ma réflexion. Concernant le diagnostic, les choix budgétaires auxquels l'État et la SNCF sont confrontés ne peuvent être passés sous silence. Les voyageurs sont unanimes. L'offre s'est dégradée, que ce soit la fréquence, les temps de parcours, la régularité et les correspondances. Le défaut d'entretien des lignes et des matériels roulants est avéré. La politique tout TGV de la SNCF et sa pratique commerciale de désinformation sur les transversales ou les radiales concernées par une desserte longue vitesse a entraîné une dévitalisation de ces dernières. Membre de cette mission, je me suis particulièrement investie pour les 50 auditions qui ont permis d'entendre pas moins de 155 personnes. J'ai aussi pris le temps de recevoir des associations d'usagers. Avec une grande connaissance des dossiers, elles ont démontré combien l'addition de défauts d'entretien des lignes et des matériels roulants liés à des sous-investissements confirmés et associés à la suppression d'horaires et de correspondances écarte une clientèle potentielle de plus en plus importante. Je constate avec vous que beaucoup de lignes ne peuvent plus donner toute la mesure de leur efficience économique dans ces circonstances. Pour faire simple, ça coûte de plus en plus cher pour de moins en moins de monde. Les besoins en termes de mobilité de nos territoires régionaux doivent être appréhendés au regard des évolutions de comportement de nos concitoyens, que ce soit pour le travail, les affaires ou le loisir. Il convient bien de clarifier les liens des TET, notamment les TER et les nouveaux modèles de mobilité, que ce soit le covoiturage ou les autocars sur les longues distances. Contrairement à ce qui est proposé, la qualité de l'offre serait confortée et optimisée, voire étoffée, par une interaction des TET et des TER. C'est la raison pour laquelle je considère que le rapport est une base utile que les usagers et les élus des régions traversées par les 40 lignes TET doivent s'approprier pour engager la concertation. Nous ne pouvons pas, alors que nous arrivons au terme de la discussion sur le projet de loi dit Macron, dont une des mesures vise à l'assouplissement de la législation du transport par autocar, ne doit pas être une manière
ne doit pas être de manière négative une réponse de substitution au ferroviaire. Ce doit être, au contraire, une opportunité pour, de manière expérimentale, une ouverture à une concurrence eurocompatible des TET et des TER, dans le cadre d'une délégation de service, c'est-à-dire une concurrence encadrée pour un meilleur service. C'était l'objet des 2 amendements que j'avais déposés lors de son examen par notre Assemblée. En Allemagne, la Deutsche Bahn a bien répondu à la concurrence de la libéralisation de l'autocar en multipliant les fréquences et la qualité des services. Le bilan carbone des transports par autocar devra également prendre en compte dans les décisions à venir. La transition énergétique nous y oblige. Monsieur le ministre, la convention prolongée qui lie l'État et la SNCF arrive à échéance le 31 décembre prochain. Dans la perspective de la présentation de votre feuille de route d'ici le 14 juillet, quelle est la politique du gouvernement pour un transport ferroviaire moderne qui participe à lutter contre la fracture territoriale qui déjà sévit avec le numérique et les déserts médicaux? Quel calendrier pour la concertation avec les nouvelles régions traversées qui ne peut ignorer l'échéance électorale? Le gouvernement expérimentera-t-il l'ouverture à la concurrence pour une meilleure offre au lieu d'attendre passivement le calendrier européen? Sur les lignes les plus menacées, l'État, autorité organisatrice, lancera-t-il un appel à manifestation d'intérêt pour développer une offre que la SNCF veut abandonner? Une première étape devrait concerner les trains de nuit. Avec ce dernier point, mon département de la Vendée oblige, c'est la ligne Nantes-Bordeaux qui terminera mon intervention. D'abord, la suppression de l'arrêt à Luçon n'est pas acceptable. Sur le nombre de trains, il faut une desserte conjointe optimisée TET et TER. Les 4 allers-retours seraient maintenus et la grille TER en lien avec les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes pourrait être étoffée. On dénonce les déplacements majoritairement privés loisirs, tout simplement parce que l'offre affaires professionnelle est devenue inexistante. Monsieur le ministre, le Sud-Vendée se voit infliger une double peine par le gouvernement auquel vous appartenez. L'appel d'offres à candidature concernant l'autoroute A831, pourtant annoncé par le Premier ministre lui-même, n'est toujours pas lancé. La ligne Nantes-Bordeaux, menacée dans son efficacité économique, qui dessert encore le chef-lieu du département de la Vendée, La Roche-sur-Yon et Luçon, qui est le seul arrêt permettant aux étudiants du Sud-Vendée de rejoindre Nantes. Idem pour Quimper-Nantes, mon collègue UDI-UC Michel Canevet est très inquiet pour le Finistère. Vous le voyez, Monsieur le ministre, les attentes sont fortes, que ce soit dans nos territoires et en Vendée. Je vous remercie pour votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Louis Nègre. Cinq minutes. Hors breuvage. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier le groupe CRC d'avoir pris l'initiative, d'inscrire ce débat à l'ordre du jour de notre Haute Assemblée. Notre groupe et moi-même sommes très concernés par l'avenir qui sera donné au train d'équilibre du territoire. Nous avons examiné donc avec la plus grande attention le rapport de la commission TET, Agir pour l'avenir, présidée par notre collègue député Philippe Duron, dont je salue l'intégrité intellectuelle, la compétence et la profonde implication dans le domaine de la mobilité. Le diagnostic est de grande qualité. La Commission analyse la situation sous différents angles, celui des besoins de mobilité et les réponses aux besoins. Elle compare notre situation avec les pays voisins, Allemagne, Suisse et Grande-Bretagne. Elle examine le rôle joué par les différents acteurs, dont celui de l'État et bien entendu celui de l'économie, des services, des TET. Bref, elle fait un véritable panorama du secteur. Personne ne peut contester que l'inadéquation de l'offre a conduit à la nécessité de subventionner, par contre, de plus en plus celle-ci pour tenter de la maintenir à flot. La Commission reconnaît que l'offre de TET n'est plus adaptée aux besoins des usagers et des territoires. Elle recouvre des lignes très hétérogènes qui ont été négligées depuis de nombreuses années. La qualité de service, la régularité, le temps de parcours se sont progressivement dégradés du fait d'un manque d'investissement
tant dans l'infrastructure que dans le matériel roulant qui est aujourd'hui obsolète. Comment être attractif dans ces conditions? Ce qui aggrave encore cette situation, c'est l'absence d'adaptation de l'offre. Elle se traduit par un dérapage du niveau de subventionnement public par voyageur. La subvention de 10,8 centimes d'euros par voyageur kilomètre en 2014 est en augmentation, écoutez bien chers collègues, de 28% sur 2 ans, soit 330 millions d'euros pour SNCF Mobilité et 450 millions pour SNCF Réseau. Une incompréhensible et excessive inflation ferroviaire a encore frappé, Monsieur le ministre. Bref, sans augmentation de la productivité et recherche tout azimut d'économie, on court à la catastrophe. Par ailleurs, la gouvernance de l'État a été largement défaillante. Elle n'a pas permis d'apporter les réponses nécessaires pour faire évoluer positivement l'offre TET et donc de rétablir la qualité de service. Nous considérons que l'État n'a pas joué son rôle d'autorité organisatrice et qu'il n'appartient pas à l'opérateur, fût-il historique, de définir les besoins à en satisfaire dans l'aménagement du territoire. Face à cette dégradation profonde de la situation des TET, confirmée par la commission Duron, ce qui nous paraît le plus efficace pour établir un meilleur service à moindre coût, c'est, vous l'avez deviné, l'ouverture maîtrisée et régulée à la concurrence. Dès 2009, chers collègues, Monsieur le ministre, mon premier amendement déposé à la Haute Assemblée était consacré à l'ouverture à la concurrence. Je crois profondément que ce mécanisme serait extrêmement bénéfique pour notre système ferroviaire et ses usagers. Je veux sauver le soldat SNCF. L'exemple allemand, d'ailleurs, Monsieur le ministre, l'exemple allemand de la Deutsche Bahn le confirme amplement. Après l'ouverture à la concurrence en Allemagne, le trafic régional a progressé de 68%, tout opérateur confondu. Cela a également profité à DB, dont le trafic s'est également accru de 46% de 1994 à 2012. Non seulement le trafic s'est accru, mais il y a également eu un accroissement de l'offre globale de plus 28% de trains-kilomètres entre 1994 et 2012, soit beaucoup plus de services offerts pour les voyageurs. Le report modal au profit du rail a augmenté de 25%. Voilà un résultat concret, Monsieur le ministre, et non un discours sur la transition énergétique. De plus, l'ouverture du marché à la concurrence et la régionalisation des transports publics régionaux a permis, mesdames, la réouverture d'un nombre important de lignes, là encore donc une amélioration des services pour les usagers. Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire de la proposition symbolique d'une ouverture à la concurrence simplement en expérimentation et uniquement pour certaines lignes de nuit. Cette proposition ne correspond pas à la gravité de la situation. En proposant la disparition de lignes de bout en bout comme Bordeaux, Nice, voire la suppression de certaines, nous donnons l'impression de nous replier sur nous-mêmes et d'être atteints du syndrome culturel que j'appelle de la ligne Maginot. Nous ne sommes pas dans cette démarche quant à nous. Au contraire, nous préconisons l'offensive, à l'image de la Grande-Bretagne qui développe les parts de marché du train en parallèle avec l'autocar, et surtout de l'Allemagne qui, face à une situation semblable à la France, choisit, elle, d'augmenter la densification de ses lignes et de ses services. Cherchez l'erreur. Au-delà de ces questions que notre groupe considère comme primordiales pour notre maillage territorial et l'aménagement du territoire, je souhaite également insister sur la question cruciale du renouvellement des matériels roulants, source essentielle d'attractivité. Dans ce contexte, nous ne pouvons que nous satisfaire que le rapport conclue à l'urgence du remplacement des trains aujourd'hui vétustes. Aujourd'hui, le principal concurrent de la SNCF, c'est le covoiturage. Demain, ce seront les cars. C'est une erreur de ne pas être plus ambitieux, de ne pas se projeter dans l'avenir et de donner l'impression de ne pas croire au développement du ferroviaire. En conséquence, nous devons nous donner les moyens de réinvestir alors que nous nous préparons à recevoir la COP21 à Paris. Ce n'est pas un bon signal que nous envoyons à nos partenaires. Il est de notre responsabilité de parlementaires de rappeler à l'État ses responsabilités et d'en assumer tous les devoirs associés. Je vous remercie de votre attention. Merci.
La parole est à Jean-Jacques Filleul. D'accord. Vous avez la parole, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la commission TET d'avenir, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, a été mise en place en novembre dernier afin de clarifier l'offre des trains d'équilibre du territoire et de redresser le modèle économique de ce service ferroviaire, aujourd'hui maillon faible entre TGV et TER. Je me félicite de ce débat qui intervient à point nommé alors que le rapport a été fortement critiqué avant même de vous avoir été présenté le 26 mai dernier, Monsieur le Ministre. La Commission a travaillé dans la perspective du renouvellement de la convention d'exploitation des TET entre l'État, les régions et SNCF Mobilité pour le tout début 2016. Elle a donc été chargée de formuler des recommandations en vue de redresser la dérive financière des TET, de dessiner des perspectives de long terme afin de proposer au public et au territoire des solutions de mobilité de notre temps, de faire percevoir demain les trains d'équilibre du territoire comme une solution d'excellence, un marqueur de modernité, au même titre que les TGV et les TER. Le rapport est sans complaisance. Nous considérons en effet que si rien n'est fait, les TET disparaîtront d'eux-mêmes au fil de l'eau. Il y a urgence à agir. Nous exprimons dans ce rapport un discours de vérité pour alerter les pouvoirs publics et permettre au gouvernement de prendre les mesures qu'il souhaitera développer. Nous avons travaillé 6 mois et mené plus de 50 auditions avec tous les acteurs du système ferroviaire. Nous voulions mieux appréhender les complexités, les difficultés, mais aussi les atouts des trains d'équilibre des territoires. Cela est fait aujourd'hui avec ce rapport. Nous nous sommes déplacés en France, en Autriche, en Allemagne, au Royaume-Uni pour analyser les modèles de nos voisins en prenant soin d'en adapter les enseignements aux particularités françaises. Une précision utile, l'appellation unique de TET cache en réalité 30 lignes allant du grand bassin parisien avec des trafics essentiellement pendulaires aux radiales et transversales de longue distance, aux dessertes interrégionales de plus courte distance ainsi que 8 lignes de nuit. L'offre TET ne répond plus aujourd'hui aux besoins de mobilité des voyageurs et des territoires. La régularité, la ponctualité des trains, jadis fierté des cheminots, se sont dégradées de manière préoccupante pendant les 2 dernières décennies. Le manque d'investissement, l'absence de décisions stratégiques en sont les causes essentielles. J'ajoute, mais cela est connu, la détérioration de l'infrastructure insuffisamment entretenue, aussi le vieillissement du matériel roulant de un peu plus de 30 ans de moyenne d'âge. De plus, l'offre ne s'est pas adaptée aux évolutions considérables de mobilité de nos concitoyens. Enfin, si les services rendus par les trains de nuit pour les différents territoires desservis sont incontestables, convenons qu'ils sont très faiblement fréquentés et, malheureusement, en raison de la réduction de l'offre. Notre rapport constate l'inadéquation de l'offre TET aux besoins de mobilité. Un exemple, celle-ci se traduit par un niveau de subventionnement public par voyageur très élevé et en forte croissance. Ces subventions, très variables selon le trajet, vont de 5 € à plus de 275 € par voyageur pour les seules lignes de jour. S'il est légitime que les contribuables participent au titre de l'aménagement du territoire et de la solidarité territoriale, ce rythme d'évolution n'est en revanche pas soutenable dans le temps. Il appelle un redimensionnement de l'offre et une meilleure répartition de ce financement en fonction des besoins des voyageurs. Pour aller au cœur du sujet, la Commission considère que bon nombre de difficultés constatées sont principalement imputables au partage confus des responsabilités entre l'État et SNCF Mobilité, qu'il s'agisse de l'élaboration du plan de transport ou de la concertation à mener avec les différentes parties prenantes. En fait, l'État ne s'est pas donné les moyens de jouer véritablement son rôle
d'autorité organisatrice, ce qui a amené l'opérateur historique à exercer des responsabilités qui relèvent de l'État. Enfin, et ce constat est très positif, la France bénéficie aujourd'hui d'une conjonction favorable, de facteurs favorables pour adapter le segment Intercités aux besoins des voyageurs et de le moderniser. Cela conforte notre volonté que les TET retrouvent leur place, leur rôle majeur, relier les villes moyennes aux villes-centres. Il a donc fallu recenser l'offre TET et examiner la gouvernance du système. Pour renforcer le rôle de l'autorité organisatrice, nous proposons que cette mission soit confiée à une agence ad hoc sous la forme d'un établissement public administratif de plein exercice. Les études nous ont montré qu'il fallait revoir chaque ligne TET. Pour l'essentiel des propositions, les lignes ont été revues par la Commission de telle sorte qu'il faut les renforcer, la plupart des lignes, et en particulier les tronçons à très fort potentiel, en vue de proposer un service cadencé à l'heure, forcément très attractif. Par ailleurs, nous rappelons que l'opérateur historique doit également faire d'importants efforts de productivité. La Commission propose d'adapter l'offre à la demande sur la plupart des autres tronçons à plus faible trafic, en tenant compte évidemment de l'offre des TER existants. En revanche, pour 5 tronçons de ligne, la Commission estime que la desserte TET ne se justifie plus, soit parce que l'offre ferroviaire n'a qu'une faible compétitivité par rapport à la route, notamment, soit parce que l'offre TET coexiste avec des offres TER et TGV plus performantes. Pour les lignes de nuit, le rapport propose de conserver les liaisons indispensables pour les territoires et les populations et pour lesquelles il n'existe aucune offre alternative performante. Toutes ces propositions, ligne par ligne, ont été versées en annexe du rapport que chacun peut trouver sur le site du ministère des Transports. Autre incidence majeure, il ne peut pas y avoir de TET d'avenir sans le renouvellement du matériel roulant, cela a été dit dans le débat précédent, à l'horizon 2020-2025. Nous l'avons vu. Le matériel actuel, avec des machines parfois de 40 ans d'âge, doit être impérativement remplacé par du matériel neuf, avec des services de la qualité et de la régularité. Pour aller vite, nous recommandons que les procédures soient lancées sans attendre, afin de donner un signal positif à l'ensemble des acteurs, en premier lieu aux constructeurs. De 1,5 milliard à 3 milliards d'euros devront être mobilisés d'ici à 2025 par l'État. Ces investissements sont indispensables, sinon, à l'échéance, les trains d'équilibre du territoire, comme je l'ai déjà dit, pourraient disparaître. Il en va de même de la dérive financière. Nos propositions permettraient de rester en 2020-2025 sur le même niveau de déficit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire environ 300 millions. L'attachement au service public qui garantit à chacun de pouvoir se déplacer commodément sur l'ensemble du territoire prédomine dans le travail que nous avons mené. Pour nous, il ne pouvait pas y avoir de territoire sans solution. Pour conclure, nous proposions plusieurs orientations stratégiques importantes pour revoir durablement le modèle des TET. La mise à l'étude de la reprise par les régions de certaines dessertes du Grand Bassin parisien à fort trafic pendulaire en contrepartie de compensations financières, évidemment. Le lancement d'une expérimentation d'ouverture à la concurrence de lignes TET sous la forme de délégations de services publics, en particulier sur certaines lignes de nuit, afin de préparer l'opérateur historique à l'arrivée de concurrents à partir de 2019. L'exemple du fret montre, s'il en est besoin, la nécessité d'anticiper l'ouverture très en amont. Nous proposons aussi l'introduction de nouvelles modalités d'acquisition et de portage du matériel roulant, celui-ci devant être mieux adapté aux besoins d'exploitation de chaque groupe de lignes. Voilà, le rapport existe. Certains objecteront qu'il s'agit des rapports de plus. Non, évidemment. Il propose fortement de relever le défi afin que les TET retrouvent leur pertinence entre TGV et TER. Pour sauver l'offre TET, il faut agir vite. Nous l'avons dit, il faut regarder loin. Il faut des mesures fortes qui s'inscrivent dans une vision renouvelée du système ferroviaire. Cette vision, cette stratégie, c'est l'État seul, en concertation avec tous les acteurs, qui peut la définir et la mettre en œuvre.
Monsieur le ministre, nous vous savons attentif à ce rapport. Vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises. Nous comptons sur vous pour remettre les TET sur de bons rails. S'il fallait retenir une seule idée de notre rapport, c'est bien qu'il met l'usager au cœur de l'évolution des mobilités et de l'offre des trains d'équilibre du territoire. Les TET participent de la vie quotidienne de centaines de milliers de nos concitoyens. Notre devoir collectif est de leur redonner la place, la meilleure, au sein de l'offre de transport ferroviaire. Le déclin des TET n'est pas une fatalité. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé. Pour 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le rail, vous le savez, tient une place toute particulière dans le cœur des écologistes. Aussi, je tiens à remercier nos collègues du groupe CRC d'avoir initié ce débat important. La publication du rapport de la commission TET d'avenir, présidée par notre estimé collègue, le député Philippe Duron, a suscité un légitime émoi dans nos territoires. Légitime car les lignes des trains dits intercités sont autant d'artères dans notre pays qui irriguent l'économie, bien sûr, mais aussi les loisirs, la vie dans tous ses aspects de nos concitoyennes et concitoyens. Il est pourtant une chose qui, je l'espère, fera consensus ici, c'était la nécessité de poser enfin le débat sans détour, et c'est, je crois, déjà la première qualité du travail de cette commission dont je fus membre, ainsi que Jean-Jacques Filleul et Annick Billan, et je peux d'ailleurs saluer l'excellente relation de travail que nous avons pu avoir entre nous dans la sincérité et dans le respect. Alors, au-delà du constat que nous connaissons d'un réseau vieillissant qui connaît de nombreuses difficultés, les propositions sont parfois dures à entendre, mais ont le mérite de proposer une vision prospective qui manque cruellement depuis des années, même si d'autres pistes restent à explorer. Le constat a été dit sur tous les bancs, et donc sans appel. Avec un réseau vieillissant et de ce fait des problèmes de régularité, nous sommes face à une situation critique dont nous sommes tous comptables pour les soutiens que nous avons pu apporter aux différents gouvernements depuis des dizaines d'années. En l'absence de décisions stratégiques, courageuse et clairvoyante, pendant des décennies, notre réseau rapide a vu son armature se réduire comme peau de chagrin. Dès lors, s'est enclenché le cercle vicieux d'une baisse de la fréquentation et de l'investissement sur des lignes qui présentaient pourtant encore en 2008 un équilibre économique très enviable en comparaison de ses compagnons TER et TGV. Dans ces conditions, la modernisation de ce réseau, primordiale du point de vue de l'aménagement du territoire, est la condition de sa survie. Encore faut-il regarder de près la réalité des lignes, des besoins réels des usagers ou les offres de transport alternatifs. C'est ce travail de dentelle, comme l'a dit Jean-Jacques Filleul, qu'a effectué la commission TET d'avenir sans dogmatisme. La première chose que j'ai apprise lorsque je suis devenu vice-président au transport région Île-de-France, c'était il y a quelques années, c'est bien de me méfier des évidences. Des élus locaux sincères me demandaient des tramways, y compris des écologistes évidemment, alors que la fréquentation projetée était insuffisante. Surtout, cela pouvait entraîner une réduction du maillage de bus adapté à leur territoire. Donc je crois que ce rapport a fait l'objet de bien des mauvais procès, pour ne pas avoir cédé à la facilité. Que dit-il ? Il propose simplement de renforcer des lignes à fort potentiel et pose la question des doublons. Alors évidemment, j'ai compris qu'il y avait un débat assez politique sur la question des autocars qui sont concernés par une autre loi, mais il suffit de poser la question de façon pragmatique, réaliste et concrète en réalité. Et l'importance accordée à la rénovation du matériel roulant est de bon sens et fortement défendue également sur tous les bancs. Et là, évidemment, on ne peut qu'applaudir l'appel à un engagement fort de l'État qui doit être aussi ferme que durable. Et cela, ça concerne les conséquences, les suites à donner à ce rapport. Et c'est là le rôle du gouvernement. J'ai pour ma part toujours été attaché à un opérateur national des transports, comme l'essentiel, la plupart, voire l'immense consensus qu'on peut avoir sur ce sujet entre nous.
Mais j'admets que, de façon réaliste également, anticiper l'ouverture à la concurrence, c'est faire le choix de la responsabilité. Et anticiper le choix de la concurrence qui va arriver, ce n'est pas dire qu'on est pour la concurrence, c'est de dire que de toute façon elle va arriver et qu'à partir de ce moment-là, il faut être armé sur le sujet, même si j'ai entendu pour le coup quelques divergences avec mon ami Louis Nègre, mais nous avons l'habitude sur ce sujet. Mais n'oublions pas qu'il s'agit bien d'un rapport. Le gouvernement rendra sa feuille de route, nous y serons évidemment très attentifs, en particulier sur la méthode. Aucun plan et surtout aucune mesure de fermeture ne saurait se faire dans la brutalité et sans concertation avec les acteurs locaux et surtout sans alternative. Permettez-moi, Monsieur le Ministre et chers collègues, de vous faire partager quelques pistes de réflexion complémentaires. Tout d'abord sur l'augmentation des coûts de production. Ainsi, nous, les écologistes, nous pensons que nous pourrions diligenter un audit indépendant sur la convention TET afin d'identifier les raisons de ces augmentations qui ne seront pas tenables dans la durée. Par ailleurs, sur les recettes voyageurs, une politique commerciale plus offensive permettrait une hausse substantielle des recettes. La question des moyens sera évidemment essentielle, on en a beaucoup parlé également dans le débat, que ce soit pour le réseau des infrastructures ou la rénovation du matériel roulant. Nous ne pouvons plus remettre au calendrier grec ces investissements. Ce qui peut impliquer de rediscuter de certains grands projets, comme ces milliards que l'État serait prêt à engager pour gagner quelques minutes entre Paris et Brest, ou bien desservir l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui reste bien aléatoire. Et ce n'est pas une vision répétitive de sujet, mais c'est vrai que lorsque la dépense publique est aussi à prioriser aujourd'hui dans la situation budgétaire qui est la nôtre, il faut essayer d'avoir une vision extrêmement efficace de la dépense publique. Par exemple, mes collègues écologistes des actuelles régions Rhône-Alpes, Auvergne, Centre et Pays de Loire défendent l'idée d'un train à haut niveau de service. Vous connaissez les bus à haut niveau de service. Nous défendons l'idée d'un train à haut niveau de service, s'appuyant sur une rénovation de l'existant et, par exemple, une liaison Lausanne-Roanne, non pas Lausanne en Suisse, mais Lausanne avec un Z, pour relier dans des temps optimaux Lyon à Paris, Tours, Nantes, Clermont-Ferrand et Bordeaux. Cette solution serait probablement plus pertinente que les projets chers, difficiles à mettre en œuvre, que nous connaissons, notamment les projets de ligne à grande vitesse dites POC ou bien encore Poitiers-Limoges. Enfin, je veux me faire l'avocat des régions. Nous leur avons beaucoup demandé et elles ont largement pris leur part dans le développement local des mobilités. Certaines ne sont pas fermées au transfert de lignes, mais nous ne pouvons leur confier ces lignes qu'avec les financements correspondants et un réseau au moins en partie rénové. Aussi, mes chers collègues, pour conclure, dans l'intérêt de nos concitoyens, de la planète et de notre économie, ce n'est pas rien, nous devons pouvoir nous reposer sur un maillage intercité solide et efficace qui valorise le savoir-faire du monde ferroviaire français, à commencer par ses cheminots. Le rapport Duron a posé les premières bases de ce chantier aussi immense qu'urgent. Au nom du groupe écologiste, je salue l'immense travail que cela a représenté. À présent, osons les choix qui s'imposent. L'efficacité ne s'oppose pas au service public, elle en fait partie. Et je conclus, Madame la Présidente, en disant qu'en l'occurrence, elle le protégera. Je vous remercie. Merci. Alors, la parole est à Madame Marie-France Beaufils. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, double analyse du rapport Duron, un constat que nous partageons sur un réseau à l'abandon depuis des années, mais des préconisations inacceptables et rejetées par de très nombreux élus et citoyens. Jusqu'en 1994, la péréquation était la règle. Les tarifs calculés au kilomètre permettaient à des lignes excédentaires de pouvoir financer d'autres lignes déficitaires. C'est le principe même du service public. Ce principe est aujourd'hui largement bafoué. La rentabilité financière a supplanté les valeurs de solidarité, et ceci depuis un certain nombre d'années, il faut bien le dire. Ce choix libéral me semble consacré par le rapport Duron. À partir de 1994, il a été décidé de passer à un système de tarification proche de celui utilisé dans les compagnies aériennes. Selon de multiples critères, la date de réservation, le remplissage du train, la période d'utilisation, on instaure des tarifs illisibles, incompréhensibles pour les usagers. Cela a mis en lumière
les lignes dites rentables et non rentables, et à partir de là, notre système ferroviaire a fragilisé des lignes, conduisant à de nombreuses fermetures, à la désertification de nombreux territoires. Au niveau européen, l'ouverture envisagée du trafic voyageurs par le 4e paquet conduira à ne faire circuler des trains que sur des voies où les profits seront au rendez-vous. Les cartes montrent le vide dans le centre de la France, le désert est confirmé. C'est le sens des préconisations du rapport Duron, elles auraient des effets dévastateurs, nous semble-t-il, pour la vie de nos territoires. Le secteur rural sera le premier touché, les villes moyennes lourdement impactées. En proposant la suppression de lignes ou la suppression de certains arrêts dans des villes et des villages de province connectés jusqu'à ce jour au maillage du réseau ferroviaire, ceux-ci se verront isolés. C'est ce que m'écrit d'ailleurs une habitante d'un village d'Indre-et-Loire en me disant « Nous avons appris que la ligne SNCF Intercité Caen-Le Mans-Tours, elle pourrait être supprimée. Cette décision, si elle était prise, isolerait encore un peu plus notre commune. C'est un nouveau village qui va mourir. » C'est d'ailleurs le risque porté par toutes les lois sur la réforme territoriale. On en reparlera, Jean-Jacques, on verra avec Saint-Pater-Neuracan. La cohérence entre ces textes et cette orientation pour les trains intercités est révélatrice de cette volonté de concentrer les pouvoirs, l'économie, la finance, dans les pôles bien définis et bien desservis par des transports performants. La loi NOTRe, votée dans cette enceinte il y a quelques jours, a montré la désastreuse reconfiguration de nos territoires. En privilégiant les intercommunalités et surtout les grandes métropoles, en transférant les compétences de façon massive, on fera disparaître de nombreuses communes. En les étouffant financièrement, on accélérera leur disparition. La réduction de la dépense publique se traduit donc par la suppression des services publics pour mieux les offrir au secteur privé. La recherche de l'équilibre comptable et en fait de la rentabilité devient la règle pour tout. Le rapport Duron en fait aussi sa doctrine, et là où il n'y aura pas de rentabilité, ce sera le désert. Travailler à l'amélioration de la vie de nos concitoyens à tout point du territoire ne semble plus être de mise par ces temps de libéralisme exacerbé. Cette idéologie traverse tous les pans de notre société, elle est présente dans toutes les lois qui renforcent les fractures sociales et territoriales. D'un côté, on fait des cadeaux exceptionnels aux grandes entreprises, en particulier avec le CICE. De l'autre, on met au régime sec les collectivités territoriales qui ne peuvent plus mettre en œuvre les programmes sur lesquels elles ont été élues. Le rapport Duron est dans cette même ligne. Il préconise de supprimer des lignes, des trains, des arrêts qui sont d'une grande utilité pour de nombreux habitants, de nombreux territoires, et espère que les conseils régionaux prendront le relais. Mais avec quels moyens ? La loi Macron aidera à la mise en œuvre du rapport Duron, bien sûr. Là où on supprime des lignes de chemin de fer, il sera dorénavant possible de faire circuler des cars. Quelle aubaine! On a complètement oublié l'accident de Beaune de 1982. Le système libéral n'a pour objectif que de faire disparaître les services publics. Et le premier d'entre eux doit être la SNCF. Quel acharnement! Pire encore, les trains intercités, dont la mission est de desservir les villes moyennes, sont le parent pauvre de l'offre ferroviaire, une situation que la FNOT et ses associations dénoncent depuis longtemps. Avec le rapport Duron, c'est la fracture territoriale qui sera sanctuarisée. En revitalisant quelques lignes, on privilégiera certains territoires. En supprimant des trains, on appauvrira des régions entières. Les inégalités seront ainsi aggravées. L'intérêt général commande de s'adresser à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des territoires. Le rapport Duron constate le mauvais état de nombreuses lignes. Nous le savons depuis longtemps. De nombreux rapports, comme celui de l'École polytechnique de Lausanne, l'avaient pointé il y a de nombreuses années. Et rien n'a été fait depuis, ou si peu. Le service offert a donc été dégradé. La réponse aux usagers n'est donc plus à la hauteur et bien évidemment, les trains ne correspondent plus. Nous avons aujourd'hui ce débat à l'initiative de notre groupe. Des décisions, je veux y insister, auraient déjà dû être prises, mais il aurait peut-être fallu que l'État abandonne, par exemple, ses dividendes pour alimenter le fonds d'investissement de l'AFITF. Des élus régionaux vous le disent, comme le président de la région Pays de Loire. Je le cite, les TET sont financés à hauteur de 70% par les usagers
et ils sont vitaux pour l'aménagement du territoire et le service public de mobilité. Tiendrez-vous compte de la position du président de Région Basse-Normandie qui déclare « Le retrait de l'État ou la suppression d'arrêts sur certaines lignes ferroviaires serait un contresens à l'heure où la Grande Normandie accueille la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, s'investit pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le président de la région Centre-Val de Loire a réagi face aux menaces qui pèsent sur la ligne Caen-Le Mans-Tours qu'il ne veut pas voir disparaître. Dans l'Allier, dans le Cher, les menaces contre le train intercité Montluçon-Paris mobilisent les parlementaires locaux, les maires des principales villes. La ligne Montluçon, Saint-Amand-Montrond, Vierzon-Paris est une liaison indispensable pour le développement économique de nos petites villes. L'hypothèse d'un désengagement de l'État de la ligne Bordeaux-Lyon via Montluçon est absolument inacceptable. Je vous demande, comme vous le demandent de nombreux élus, des usagers, des salariés, des syndicalistes, de ne pas suivre les préconisations de ce rapport. Nous pensons qu'une agence ad hoc, par exemple, n'est-ce pas une future ouverture à la privatisation de ces trains d'équilibre qui serait possible. À Guéret, ce samedi 13 juin et dimanche 14, de nombreux élus et citoyens vous rappelleront que pour eux, les services publics peuvent être l'axe fort de politique en faveur des territoires et des habitants. Je vous demande de les écouter. Merci. Alors, désormais, la parole est à Monsieur Jean-Claude Requier pour 6 minutes, chers collègues. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, parents pauvres plutôt que maillon faible du système ferroviaire, les trains d'équilibre du territoire, les TET, n'ont pas fait l'objet d'investissements nécessaires à leur renouvellement, alors qu'ils permettent d'assurer un maillage du territoire en desservant plus de 300 villes et assurent une véritable mission de service public. Victime du court-termisme, il a fallu attendre qu'on n'ait plus le choix pour remplacer rapidement les 34 rames diesel en fin de vie avec une première tranche d'investissement de 510 millions d'euros. Aucune indication n'a été donnée par l'État pour les prochaines tranches de renouvellement, alors que l'âge moyen de ces trains est de 33 ans et demi. Dans 5 ans, la totalité des locomotives diesel seront radiées, 40% des locomotives électriques et 60% des voitures seront en fin de vie. Ces trains d'équilibre du territoire se sont vus appliquer une politique de l'urgence dépourvue de vision globale, comme l'a dénoncé à juste titre la Cour des comptes dans son rapport publié en février 2015. Le débat sur l'avenir de ce service public, demandé par nos collègues du groupe CRC, est donc pertinent à l'heure de la remise du rapport de la commission Duron le 25 mai dernier. Ce rapport n'a pas particulièrement épargné la région Midi-Pyrénées et la 4e ville de France, la ville rose, qui propose de supprimer les liaisons Bordeaux-Nice, Quimper-Toulouse, Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Cerbère et Toulouse-Andaille. C'est pas mal, ça, la sénatrice de la Garonne, comme cible. Les trains de nuit Paris-Toulouse et Paris-Rodez sont quant à eux finalement sauvés. Pour combien de temps et dans quelles conditions de confort? Comment expliquer à nos concitoyens, Monsieur le Ministre, que les lignes qu'ils empruntent vont être fermées sous prétexte qu'elles sont déficitaires, que les coûts d'exploitation sont trop élevés et que la hausse de ces derniers est due au vieillissement des matériels roulants, vieillissement dû à la priorité longtemps accordée au TER ou au TGV? Quand prendra-t-on en compte l'utilité sociale, économique et environnementale d'une ligne d'aménagement du territoire? Au lieu de raisonner en suppression de lignes afin de réduire le déficit d'exploitation, il serait préférable de réfléchir à la modernisation de l'offre de ce TET et l'amélioration du service, rendant les trains plus attractifs auprès des clients, comme ce fut le cas avec les TER, car le matériel vétuste coûte cher et décourage ses clients. Les besoins sont réels, mais c'est l'offre qui n'est pas adaptée à la demande. Il est encore possible d'agir sur les horaires et les fréquences, sur le confort, avec l'installation de prises ou encore la mise en place de vrais services de restauration à la restauration du Capitole, on n'ose plus y penser, et de diminuer les temps de trajet et d'améliorer la ponctualité
en investissant sur les TET, mais aussi sur le réseau. Au final, nous sommes nombreux à craindre un abandon du rail au profit des autres modes de transport. Ces suppressions signeraient l'acte de décès d'un certain nombre de liaisons essentielles pour la survie de nos territoires ruraux. La Cour des comptes a rappelé que si la réduction du nombre de lignes déficitaires contribuerait à diminuer le montant de la subvention d'exploitation, qui atteint actuellement 330 millions d'euros, le déficit global des trains intercités ne pourra être substantiellement abaissé sans clarification des modalités de son financement. Si le rapport Duron fait état d'un financement difficilement soutenable pour le contribuable, on oublie souvent de mentionner que la SNCF finance elle-même sa propre subvention d'équilibre à travers la contribution de solidarité territoriale et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. On oublie également que les intercités, avec un déficit moyen de 25%, sont moins subventionnés que les TER ou les Transiliens, qui accusent respectivement un déficit moyen de 65% et de 62%. Par contre, nous soutenons la préconisation qui encourage le renforcement de la péréquation entre les modes de transport en faisant contribuer le transport routier, autocar compris. Une autre solution proposée consiste à transférer certaines liaisons sur le TER. Si ce transfert pourrait se justifier, soyons vigilants à ce qu'il ne se traduise pas par un désengagement de l'État envers les régions. D'ailleurs, comme le rappelle l'ARF, l'Association des régions de France, les économies dues à la fermeture des lignes risquent d'être fictives si les charges sont reportées sur le TER. Alors pour conclure, je dirais que s'il existe un point incontestable, c'est la nécessité pour l'État de prendre ses responsabilités en tant qu'autorité organisatrice des transports, car il est le seul à pouvoir garantir l'aménagement équilibré des territoires. J'espère, Monsieur le Ministre, qu'il s'agit bien encore d'une des priorités du gouvernement. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, la parole est à Monsieur Philippe Adnot pour 3 minutes. Je ne sais pas si vous bénéficiez de l'exemplarité de Monsieur Roquier. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, pardon, Monsieur le ministre, mes chers collègues, je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans ce genre de débat, mais là, cette fois-ci, je vais le faire. Il se trouve évidemment que, comme tout le monde, je suis concerné par les trains intercités. Je ne suis pas là pour commenter le rapport qui vient de sortir. Je suis là pour commenter une réalité. La réalité, et je vais faire une petite parenthèse, c'est que la SNCF est en train d'abandonner tout ce qui concerne le fret et les petites lignes. Je ne sais pas, mes chers collègues, si vous êtes au courant exactement de ce qui se prépare. Nous allons reverser sur les routes des dizaines de milliers de camions parce que les silos des coopératives qui sont embranchés sur les petites lignes ne vont plus avoir de trains qui vont avoir le droit de circuler. Au plein moment où on parle de l'environnement, où on va faire une conférence, nous allons déverser sur les routes des dizaines de milliers de camions supplémentaires. C'est peut-être pas exactement le débat des trains intercités, mais c'est la preuve qu'il n'y a pas de véritable volonté politique pour maîtriser ce genre de choses. Alors voilà, la diminution du service en nombre et en qualité sur les trains intercités est une réalité que nous vivons tous. Nous savons tous que plus c'est comme ça, plus on fera la démonstration qu'il y a une diminution du nombre des personnes qui ont recours parce que ça ne correspond plus à la nécessité d'un service. Et évidemment, à partir de là, on fait toutes les démonstrations que l'on veut. Je n'ai pas besoin de vous parler de la conséquence sur les territoires. Les territoires vont en mourir, mais il y a des gens, je pense, qui souhaitent qu'il n'y ait plus que les grandes zones urbaines et les déserts à côté. Je pense que ça fait partie du sujet. Or, ces lignes étaient rentables. Et on peut très bien, et ça a été dit, dire quand elles étaient rentables. Seulement, elles étaient rentables et elles ont servi à financer les TGV. Parce qu'à l'époque, il y avait le report des lignes rentables sur les lignes à créer.
Et on a largement pompé sur ces lignes. On n'a pas remplacé le matériel, on n'a pas entretenu les lignes. Et ensuite, on dit « Ah, c'est pas de chance, c'est pas rentable, il faudrait investir ». Mais on demande un retour sur investissement de ce qui s'est fait à l'époque. Et donc, moi, je suis très tranquille. Quelle France voulons-nous? Qu'est-ce que la politique? Est-ce que la politique, c'est de dire « Ah, là où c'est rentable, je maintiens des services, là où c'est pas rentable, je les supprime ». C'est ce qu'on fait pour la téléphonie mobile, c'est ce qu'on fait pour Internet. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça la volonté politique? Personnellement, là où nous avons un peu de pouvoir, dans le département, nous commençons par développer Internet pour ceux qui n'ont rien et pas pour ceux qui ont déjà tout ou presque tout. La volonté politique, c'est faire le contraire du flux naturel des choses. Sinon, ça n'est pas dans la politique, il n'y a même plus besoin de gouvernement, il n'y a même plus besoin de SNCF. Alors, si vous voulez privatiser tout, si vous voulez supprimer les services publics, si c'est ça votre objectif d'équipement de notre pays, moi je veux vous dire, je n'en suis pas, les Français en seront de moins en moins et nous n'accepterons pas cet abandon. Merci. Oui, voilà. La parole est maintenant à Madame Marie-Hélène Deségo. Pour 5 minutes, chers collègues. Madame le Président, Monsieur le Ministre, pardon, mes chers collègues, c'est difficile d'être élu local et puis élu national. C'est ce que je disais depuis les bancs de moment dans cet hémicycle. Moi, je crois que le récent rapport de la Commission sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire, il nous donne l'opportunité de débattre d'un sujet cher à beaucoup d'élus locaux et pourtant trop souvent passé sous silence au niveau national. Et à cet égard, je dirais comme Louis Nègre que la commission Duron, elle était bienvenue car elle a permis de poser un diagnostic auquel je pense que nous pouvons adhérer. En tout cas, moi je relève certains éléments de ce diagnostic. D'abord, les trains d'équilibre du territoire se révèlent de plus en plus coûteux pour la puissance publique. Il faut regarder les choses en face, avec un déficit d'exploitation qui est désormais supérieur à 300 millions d'euros par an. La réflexion sur les dessertes, elle n'a pas été engagée depuis plusieurs années. Ça aussi, c'est un point extrêmement important. Troisième point, la dégradation de l'offre et de la qualité de service est notable. Le matériel roulant est de plus en plus obsolète. Les trains d'équilibre, autre point, sont concurrencés par le mode routier, ça a été dit excellemment avant moi et notamment par toi, Louis. Le matériel, donc, par le mode routier, mais le covoiturage aujourd'hui est très important. Les cars demain, c'est ce qu'on nous annonce en tout cas, se révèlent a priori beaucoup moins chers pour l'usager. Enfin, pour terminer, sur une note positive, j'allais dire, le dernier élément de ce diagnostic, c'est que les trains d'équilibre, même non rentables, sont d'une, et c'est bien dit dans le rapport, sont d'une absolue nécessité pour la desserte de certains territoires enclavés pour lesquels ni la route ni l'aérien ne sont des modes de transport appropriés. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Pour deux raisons principales. La première, c'est la politique du tout TGV, qui nous a conduit à laisser de côté les investissements d'infrastructures sur le réseau secondaire. Moi, je dénonce ça dans mon rapport spécial depuis plusieurs exercices. Le second, c'est que l'État n'a pas pris la mesure de sa responsabilité en tant qu'autorité organisatrice des transports. Que faire désormais? Philippe Duron a une formule très séduisante, il dit, je le cite, « Ne laissez aucun territoire sans une solution de mobilité ». Je termine la citation. C'est évidemment très séduisant et nous adhérons bien sûr. Mais, Monsieur le Ministre, la question, c'est maintenant comment le gouvernement compte-t-il passer de la parole aux actes? Pour ma part, j'estime que la réflexion sur le futur des TET doit prendre en compte à la fois, d'une part, les besoins du territoire et, d'autre part, ce coût économique du mode ferroviaire qui repose sur une estimation, des prévisions de trafic, des investissements en matière roulant et enfin des investissements en infrastructures
nécessaires pour établir une qualité de service décente, notamment vis-à-vis du monde routier. Alors la création de 13 grandes régions doit permettre de transférer une partie des lignes TET aux régions, et qui me semblent être des autorités organisatrices, je le dis, plus dynamiques. Il convient également d'éviter les doublons, quand même. Ça n'a pas été trop dit jusqu'à maintenant, mais entre TER et TET, ou bien entre TGV et TET. Moi, je vais prendre un exemple local. Je parlais sous le contrôle de la présidente de séance, mais le trajet Bordeaux-Toulouse, je voudrais rappeler quand même qu'il peut être effectué soit en TET, soit en TGV, pour le même prix, j'allais dire, voire même pour un prix inférieur en TGV. Et si, or la majeure partie des voyageurs empruntent le TGV, ce qui rend le TET d'autant moins rentable. Donc c'est quand même un problème et il faut quand même regarder ça à la lecture de cette situation. Je note enfin que la Commission rappelle que l'ouverture de la concurrence du transport ferroviaire se rapproche, tout en se prononçant pour une simple expérimentation sur certains tronçons. À n'en pas douter, Monsieur le Ministre, les choix que vous arrêterez vont avoir une traduction budgétaire sur le compte spécial services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, dont je l'ai dit, je suis le rapporteur spécial. C'est pourquoi, pour ma part, moi je dirais aujourd'hui que dans ce débat, j'approfondirai cette question lors de l'examen du budget pour 2016. Car aujourd'hui, finalement, ce que nous faisons, moi je considère que simplement ce débat ne fait que s'engager. Et c'est vraiment au budget pour 2016 que les choses vont compter et nous regarderons vraiment quelle est la position du gouvernement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, la parole est à Daniel Percheron. Maintenant, pour 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes, Madame la Présidente. Mais je fais confiance à votre talent. Merci beaucoup. Content de vous voir, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, mes chers collègues, 4 minutes, ça n'est pas l'heure de Cicéron, bien entendu, mais ça peut être aussi le moment de dire brièvement et sincèrement « Vive le rail !» Vive le rail. On ne se prend pas forcément pour Jean Gabin, mais un président de région, depuis plusieurs années, c'est un peu un chef de gare. Je sais bien qu'aujourd'hui, les casquettes des chefs de gare régionaux sont monocolores, roses, mais cela évoluera, bien entendu, et ça n'enlève rien à l'expérience, à la lucidité et à l'efficacité de ces Girondins, de ces chefs de gare régionaux qui ont fait le pari du rail. Donc, nous parlons un peu en terrain connu, nous savons à peu près de quoi nous parlons. Et nous savons notamment, nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, sans être trop local, que le train, c'est plus que le train. Oui, que le TGV, c'est la modernité. N'écoutez pas la Cour des comptes. Elle se trompe, comme souvent, que le TER, c'est un succès indiscutable et que le TET, ce sont les TET, peut-être, oui. Un peu vieillissants, les trains corail, un peu surannés, un peu dépassés, mais tout ça peut s'améliorer. Si je vous le dis, c'est parce que je viens de signer d'une main ferme une convention de 10 ans, avec la plus grande entreprise ferroviaire du monde, avec la SNCF, en toute confiance. La concurrence sera la concurrence. C'est la Bible de l'Europe. C'est peut-être pour ça un peu aussi que nous sortons de l'histoire sur la pointe des pieds. La concurrence, toujours la concurrence. Mais quoi qu'il en soit, dans une région où il y a la moitié de l'industrie ferroviaire française, 10 000 emplois, dans une région qui se marie avec sa géographie parce qu'il y a le train, parce qu'il y a le hub ferroviaire, parce qu'il y a le hub TGV, nous considérons que nous sommes capables de régler le problème des TET. 250 millions d'euros, je vous le rappelle, c'est pour nous, je vous l'apprends, 0,2% de notre PIB régional. Nous ne faisons pas de folie avec le rail pour transporter 120 000 personnes par jour, pour décloisonner les bassins de vie et unifier les bassins d'emploi. C'est à notre portée. Et ramenons les 300 millions d'euros, les 350 millions d'euros au PIB du pays et demandons-nous exactement ce que nous voulons et comment nous allons l'obtenir.
Bien entendu, je parlerai un peu des TET qui me concernent. Paris, par exemple, Saint-Quentin-Maubeuge. Maubeuge, c'est l'arrondissement où il y a le plus fort taux de chômage en France. Donc le train, c'est plus que le train. 16% à Maubeuge. Et on va arrêter les TET et on va regarder comment on abandonne les TET et comment on abandonne la liaison par certains aspects nécessaires, oui, dans ce vieux bassin industriel avec Paris. Non. Ce n'est pas sérieux. Quant à Paris, Amiens, Boulogne, la naissance de la Picardie va lui donner sa force, va lui donner son actualité, va lui donner son authenticité. Et nous attendions ce rapport. Le rapport, il est formidable, je le dis. Il y a les chiffres, il y a les faits, il y a les analyses. Oui. Nous finançons le TER à 80% et nous découvrons ces chiffres sans surprise. Après tout, 100 millions d'euros de subventions pour 1 million de spectateurs à l'Opéra de Paris, oui, c'est un peu aussi l'opéra ferroviaire que nous venons les uns et les autres de constater, voire de dénoncer. Par conséquent, Monsieur le ministre, comment faire? Eh bien, c'est simple. Hein. Je vous connais, je vous trouve un peu plus prudent qu'hier, mais c'est vrai, vous êtes ministre et vous avez des lunettes roses. Mais par conséquent, quand même, Monsieur le ministre, la décentralisation. Le gouvernement a voulu, de manière chaotique, sans concertation, faire Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Bien, je vous le dis, nous sommes prêts à prendre les 2 TET. Nous sommes prêts à les prendre. Nous sommes prêts tout simplement à les assumer. À une condition, ce que j'appellerais le précédent Marini. Quand nous avons envisagé Seine-Nord, oui, M. Marini, ici, le maire de Compiègne, nous a dit 1 centime d'euro de TIPP supplémentaire pour les grandes infrastructures durables. Et moi, je vous propose, dès la semaine prochaine, de proposer à notre région, de dire à notre région, on prend les TET. On prend les TET sur la base d'1 centime d'euro par ligne, tout simplement de TIPP. 1 centime. Vous me direz, ce n'est pas beaucoup, 30 millions d'euros pour le Nord-Pas-de-Calais. 32 millions d'euros quand ça roule et quand ça bouchonne. Par conséquent, 1 centime d'euro. Et vous pouvez le faire comme l'a fait le rapporteur Marini, hein, et il avait ce jour-là la pochette plus convaincante que d'habitude. Vous pouvez le faire, oui, lors de la prochaine loi de finances. Voilà, tout simplement ce que je souhaite. Je crois dans la régionalisation. Le TER est un formidable succès. Je crois dans le TGV. Que serait la France sans le TGV? Au moment où on remontait la dernière gaillette de charbon, oui, on faisait la jonction sous le tunnel et les TGV apportaient la modernité dans le Nord-Pas-de-Calais. Les TGV, oui, tout simplement, c'est la France. Et par conséquent, les TET, si vous le décidez, si le dialogue avec les régions est tout à fait équilibré, les TET prendront le même chemin. Voilà. Très heureux d'avoir pu vous poser toutes ces questions, brièvement, hein, Monsieur le ministre. Et je sais que vous allez dire oui. Je vous connais, je sais que vous allez me dire oui. Allez, un bon geste, répondez oui, hein, et nous resterons les meilleurs frères d'armes du monde. Merci. Alors, nous continuons la discussion générale. La parole est à Monsieur François Comenès pour 3 minutes. Avec le défi. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de saluer l'initiative du groupe CRC sur ce sujet capital pour nos collectivités comme pour nos administrés que sont les trains d'équilibre du territoire lourdement remis en cause aujourd'hui par la Commission Duron. La liaison Bordeaux-Nice est particulièrement visée, comme le rappelait notre collègue Requier. Et dans le détail des projets concernant la transversale sud, le département de l'Hérault et la zone urbaine de Sète sont particulièrement inquiétants puisque les arrêts à Sète et Arles seront supprimés, de même que les intercités entre Marseille et Nice, quand il ne s'agit pas du remplacement des trains par des cars entre Bayonne et Toulouse. Pourtant, dans le projet de réduction des dessertes des trains interrégionaux, les considérations économiques sont explicites, mais la dimension d'aménagement du territoire n'a-t-elle pas été oubliée? En matière d'aménagement des quartiers autour des gares, desservis ou non par les TET, mais de toute façon desservis grâce à des rabattements de TER ou des antennes TGV, il est nécessaire d'inverser la logique de rétention de l'État. Comme au niveau institutionnel pour les villes moyennes, les TET représentent l'ossature et donc l'équilibre du territoire. L'organisation de la disparition des TET consacrerait une France à 2 vitesses, celle des métropoles et des régions, celle de la grande vitesse ferroviaire et des TER.
Le retrait de la SNCF des transports régionaux a déjà été lourdement financé par les contribuables. Les Français et les élus des territoires ne veulent pas à nouveau être tributaires d'une politique hiératique entre tout TGV et liaison grande ligne, peu soucieuse de l'équité régionale. Les politiques de transport sont plus que jamais des vecteurs d'aménagement, de solidarité et d'équité. Dès lors, c'est bien la question du financement qui est posée. Sur ce point, le rapport Duron est particulièrement vierge. Les financements innovants, les recours aux délégations de services publics ont hier permis le maintien d'investissements des collectivités. Pourquoi se contraindre demain à renoncer à un outil efficace pour maintenir un maillage cohérent et placer villes moyennes et le périurbain en dialogue avec le fait métropolitain? Non seulement l'État encourage ou avalise les suppressions d'intercités proposées par la SNCF, mais il favorise la concurrence plus récente des services d'autocars à longue distance, comme si le car pouvait remplacer le train sur les distances concernées, tant sur les questions de mobilité que sur les questions d'équilibre des territoires. L'objectif de libéralisation totale du transport par autocar inclus dans la fameuse loi Macron accompagne celui de réduire le service public de transport ferroviaire de voyageurs en supprimant des lignes, des dessertes, au mépris de l'aménagement du territoire, aggravant ainsi la situation des petites villes, des villes moyennes, des départements déjà fortement pénalisés par la fuite en avant dans la mise en concurrence des territoires. Si les conclusions du rapport Duron étaient suivies, et pour les raisons que je viens d'évoquer, on peut déjà s'imaginer l'impact que cette décision aurait sur la mobilité et les déplacements, l'aménagement et les solidarités territoriales. Par conséquent, je demande à Monsieur le ministre de bien vouloir confirmer ces annonces, les intentions du gouvernement en la matière, et si elles étaient avérées, de bien vouloir y surseoir. Merci. Alors, dernier orateur, Monsieur Cyril Pellevat. 3 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le rapport rédigé par le député socialiste Philippe Duron ne laisse pas indifférents les sénateurs que nous sommes. Et je tiens tout d'abord à remercier le groupe CRC pour avoir demandé l'inscription de ce débat à l'ordre du jour. Monsieur le Ministre, l'objectif que vous aviez donné à la Commission sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire, présidé par Monsieur Duron, était celui-ci. Clarifier l'offre faite aux usagers et doter les trains d'équilibre du territoire d'une stratégie d'avenir. Le rapport vient d'être rendu à opter pour la rentabilité au détriment de nos territoires. En effet, il préconise l'abandon par l'État de nombreuses lignes, trains intercités et trains de nuit. Au cas par cas, la Commission a choisi de renforcer l'offre pour les liaisons les plus fréquentées, soit la suppression radicale de certaines lignes. 2 solutions ont été envisagées pour maintenir ces lignes supprimées. D'une part, le transfert de la compétence aux régions. Certaines lignes aujourd'hui sous l'autorité directe de l'État passant par le giron des trains régionaux. Ce transfert est irréaliste et nous le savons tous. L'offre actuelle des TER est déjà dégradée et les équipements sont vétustes. Chez moi, en Rhône-Alpes, par exemple, jusqu'à 1 TER sur 4 est en retard sur certaines lignes. De plus, par manque de moyens et d'action, les agressions et outrages ont été multipliés par 3 en 7 ans. D'autre part, le remplacement de certains trains par des bus. Cette proposition est une aberration écologique qui va à l'encontre de nos engagements environnementaux. Sans oublier que les routes et autoroutes sont déjà aujourd'hui sur de nombreux tronçons à saturation. Je suis de ceux qui considèrent comme un mauvais choix de rebasculer le trafic ferroviaire sur les routes. Permettez-moi, dans un second temps, Monsieur le Ministre, d'aborder les mesures du rapport Duron qui concernent précisément ma région, la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne. Le rapport opte pour la suppression de nombreuses liaisons intercités qu'il propose de transférer aux régions, notamment au départ de Clermont-Ferrand. Il préconise également la suppression de la ligne dite Paris-Savoie, reliant Paris à Saint-Gervais et à Bourg-Saint-Maurice. Il s'agit là de trains de nuit qui desservent les stations de ski. Certes, de jour, une offre alternative via le TGV existe, mais la fermeture de ces trains de nuit est inquiétante. L'activité touristique est intense, surtout en hiver, dans les 2 départements de Savoie, et la suppression de cette ligne serait préjudiciable. Supprimer ces trains encombrerait énormément les dessertes de jour. Il conviendrait alors de véritablement renforcer l'offre du jour. Je profite également de ce débat pour vous alerter sur l'insuffisance et le besoin de modernisation du transport ferroviaire en Pays de Savoie. Améliorer la desserte et moderniser le rail serait fortement utile au tourisme, à l'industrie et bien sûr à la population savoyarde.
Certes, chaque région a les mêmes demandes. Aucun territoire ne souhaite être mal desservi. Mais à mon sens, lorsqu'il s'agit de l'aménagement du territoire, l'État doit se donner les moyens d'agir. Il n'est pas acceptable que nous ayons en France des territoires riches, bien desservis, et à contrario des pays éloignés, isolés et avec une offre de services dégradée et par conséquent un impact négatif en termes économiques, touristiques et démographiques. En tant que représentants des collectivités territoriales, nous ne pouvons accepter une telle fracture territoriale, que ce rapport aggrave profondément. En l'état, celui-ci n'engage certes pas le gouvernement, qui entame désormais une concertation avec les régions, mais nous tenions ici à vous alerter et vous faire part de nos inquiétudes, Monsieur le ministre. Pouvez-vous nous garantir que l'État va réinvestir dans le transport ferroviaire, tout en veillant au respect des territoires? Je vous remercie. Merci. Eh bien, désormais, la parole est à Monsieur Alain Vidalis, voilà, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je remercie le groupe CRC de l'inscription à l'ordre du jour de ce débat qui fait suite aux auditions de Philippe Durand en commission du développement durable des deux assemblées et qui permet à chaque groupe parlementaire de s'exprimer en séance sur ce dossier d'importance. Je tiens à rappeler le contexte. C'est en 2010 que l'État est devenu autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire. Une convention a alors été signée avec la SNCF pour organiser le service de ces trains. Aujourd'hui, force est de constater que cette convention n'a pas apporté de réponse satisfaisante et durable. En effet, l'offre est très hétérogène, ce qui rend difficile la définition même des TET, et j'observe que personne ne s'y est vraiment aventuré. On y retrouve à la fois, aujourd'hui, des trains de nuit, des lignes de transport du quotidien, qui ressemblent comme un cousin germain à des TER, des lignes à fréquence même hebdomadaire, et même une ligne qui est TER toute la semaine et TET le samedi, et avec le même matériel. Cette hétérogénéité la prive évidemment d'une cohérence, et notamment d'une cohérence commerciale. La qualité de service, et en particulier la ponctualité, n'est pas, pour être modéré, au niveau de ce qui est attendu par les voyageurs. Le matériel roulant utilisé approche de sa fin de vie. Il n'offre évidemment pas tous les services attendus, privant les TET d'une image attractive. Le parc est composé en très grande majorité de locomotives et de voitures corail qui ont aujourd'hui un âge moyen de 35 ans. Les locomotives thermiques utilisées sur plusieurs lignes TET comportent des sections non électrifiées. Elles ont quant à elles en moyenne 43 ans. Je rappelle ces chiffres parce que ça limite les observations sur la critique. Enfin, le modèle économique des TET est à reconstruire dans un contexte de contraintes financières pour l'État. Il faut rappeler que l'exploitation des TET représente pour le budget de l'État en réalité 800 millions d'euros par an et qui augmente de manière significative. Cette somme, pour l'année 2014, se décompose dans le financement des péages à SNCF Réseau pour l'activité TET, qui correspond à la redevance d'accès au réseau, pour un montant de 450 millions d'euros par an, plus le financement du déficit d'exploitation de SNCF Mobilité, pour un montant de 330 millions d'euros environ, incluant la révision et la rénovation du matériel roulant. Comme le rappelle le rapport, ce déficit d'exploitation passerait, si nous ne faisons rien, à 450 millions en 2016,
pour atteindre 500 millions en 2025. Moi, je veux bien entendre tous les débats. Mais lorsque l'objectif annoncé est simplement de dire « nous voulons maîtriser le déficit », c'est-à-dire essayer de revenir à 200, 300 millions, y voir du libéralisme exacerbé, franchement, je ne m'attendais pas à un tel commentaire. Non, on peut être défenseur du service public et vouloir maîtriser les déficits de la finance publique. Je rappelle que ce dont nous parlons, c'est 340 trains par jour, 100 000 voyageurs, avec évidemment une mission d'aménagement du territoire, sur une activité ferroviaire qui est combien en France? 5 millions de voyageurs par jour, dont 3 500 000 sur la banlieue, sur la région Île-de-France. 13 500 trains. Alors on a un problème spécifique, mais que personne ne vienne ici caricaturer en disant qu'il n'y a pas de politique ferroviaire, qu'il n'y a plus de trains, qu'il n'y a pas de voyageurs. Non. Il y a 5 millions de personnes qui voyagent et il faut aussi les prendre en considération, nos 3,5 millions dans l'Île-de-France. Mais là, on a un problème spécifique que tous les gouvernements ont connu, qui est la question des trains d'équilibre du territoire. Et donc, notre objectif est de faire évoluer la convention actuelle pour améliorer la qualité du service pour les usagers et assurer dans la durée les objectifs du maintien au droit à la mobilité et à l'aménagement du territoire dans ce contexte budgétaire. J'ai donc décidé, au mois de novembre, face à cette situation, de lancer le chantier de la clarification de l'avenir des TET. Pour ce faire, j'ai demandé une commission présidée par Philippe Duron, composée de parlementaires de tous les groupes, d'élus régionaux, d'experts, de formuler ses propositions sur la base d'un diagnostic complet. La commission, vous l'avez dit, m'a remis son rapport le 26 mai. Je tiens d'ores et déjà à remercier l'ensemble des membres de la commission, dont 3 représentants du Sénat, Annick Billon, Jean-Jacques Filleul et Jean-Vincent Placé, qui ont participé activement à ces travaux. La Commission a pris à cœur de disposer de constats précis, s'est déplacée dans plusieurs pays européens pour observer comment nos voisins gèrent cette question. S'est appuyée sur une expertise technique très fine, a réalisé un travail de concertation très important qui l'a amené à auditionner de multiples acteurs représentatifs et même au-delà, à recueillir 6 000 contributions du grand public. Chacun doit prendre la mesure de la solidité et de la qualité de ce travail. Le débat est depuis engagé et je ne suis pas de ceux qui vont chercher la responsabilité de l'un ou de l'autre sur le dispositif, sur le déficit actuel. Et je ne suis pas non plus de ceux qui s'abritent derrière des discours de posture. J'ai entendu ce soir différentes positions exprimées. L'ouverture à la concurrence, solution aux difficultés commerciales, économiques, à ces trains. Je vais vous citer Malraux, il faut transformer l'expérience en conscience et à partir de là, en vous rappelant ce qui s'est passé sur l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, je pense que vous pourriez être un peu moins certain de ce que pourraient donner les résultats non préparés de l'ouverture à la concurrence. C'est loin de résoudre toutes les difficultés, et chacun le sait bien ici. Quand on parle d'une ligne où aujourd'hui le déficit public est de 265 € par voyageur et par voyage. Franchement, si vous payez les frais pour le faire, parce que je ne le ferai pas, moi je suis d'accord pour faire un appel d'offres, mais je connais le résultat à l'avance, il ne va pas se présenter beaucoup de candidats. Alors si la concurrence, ça consiste à ne faire la concurrence que sur les lignes TET rentables et pour les autres, ne pas s'en occuper, évidemment, ça ne peut pas être une réponse satisfaisante par rapport aux questions qui ont été posées sur l'aménagement du territoire. L'ouverture à la concurrence, ce n'est pas un choix. L'ouverture à la concurrence, elle est déjà inscrite dans le calendrier européen. C'est un horizon. Encore faut-il que préalablement, les étapes prévues par la loi portant réforme ferroviaire soient respectées. Et pour être clair, et notamment la négociation de la convention collective
et du décret socle. Il ne s'agit pas de mettre la charrue avant les bœufs, mais bien de mettre en œuvre en premier lieu les engagements de la loi ferroviaire. Les conditions de mise en œuvre de la concurrence doivent être précisées dans le volet politique du 4e paquet ferroviaire, car ce n'est pas la même chose d'ouvrir la concurrence avec un libre accès ou d'utiliser uniquement des appels d'offres dans le cadre de délégations de services publics. Et j'appelle à la plus grande prudence ceux qui pensent que ce même débat est déjà tranché dans les autres pays européens. Ça n'est pas vrai. Le débat persiste dans les autres pays européens, non pas sur l'objectif, mais sur les conditions. Par ailleurs, comment justifier que l'État verse pour certains voyages, je l'ai dit, jusqu'à 265 €? Est-ce que quelqu'un peut s'exonérer de cette situation dont vous le savez bien, même s'il est attaché à la question du service public, aucun Français ne la considère comme acceptable? Je retiens dès à présent du rapport plusieurs points sur lesquels le gouvernement pourra s'appuyer pour prendre ses prochaines décisions. Tout d'abord, je constate que les propositions s'inscrivent dans une logique de redynamisation de l'offre ferroviaire des TET, en le recentrant sur son champ de pertinence. Elles visent une amélioration de la qualité du service proposé pour valoriser pleinement les avantages du ferroviaire. La vitesse n'est plus la première priorité des voyageurs, comme l'attestent les contributions du grand public auprès de la Commission. La valorisation du temps de voyage est un atout important du mode ferroviaire qu'il faut renforcer, par exemple par la possibilité de se connecter à Internet tout au long du voyage. Je crois que chacun doit être conscient que l'atout majeur du ferroviaire reste que, contrairement à l'aérien ou au routier, covoiturage au bus, il peut être pour le voyageur, pour le citoyen qui voyage, un moment de vie pleinement occupé, à se reposer, à parler, à travailler. Bref, que c'est là un atout qui est considérable et que quand on interroge aujourd'hui les voyageurs sur le choix de la mobilité, eh bien, chacun peut trouver une réponse. Si c'est le temps de parcours, c'est le temps de parcours et la vitesse est là pour y répondre. Mais si c'est voyager dans les meilleures conditions, alors il faut que le ferroviaire puisse aussi apporter cette réponse. Et puis, je ne veux pas passer sous silence cette question dont on ne peut pas s'exonérer non plus. On peut le faire d'ailleurs. La France l'a fait au moment de l'arrivée du low-cost aérien. Résultat, aujourd'hui, 5 millions de voyageurs en plus, et aucun pour les compagnies françaises, parce qu'on a pensé que ça n'était pas digne de ce que nous faisions. Et c'est tout le problème du prix de la mobilité. On peut parler sans prendre en compte la question de ceux pour qui le prix est par obligation la question essentielle. Et que beaucoup de jeunes aujourd'hui se déplacent et que l'expérience, on n'est pas forcément en avance non plus, de l'évolution des bus dans d'autres pays montre qu'il y a là une complémentarité, certes un champ de croissance, mais une complémentarité qui existe et que dans ce paysage-là, le ferroviaire garde naturellement toute sa pertinence, même ceux qui pensent que justement son avantage particulier, si nous savons le valoriser, en fera de plus en plus un mode de transport qui correspondra à l'attention de nos concitoyens. Je note que les propositions de la Commission veillent à maintenir une offre de transport public sur tous les territoires concernés. Il ne s'agit pas de concentrer l'offre de transport uniquement sur des liaisons rentables, mais aussi évidemment de tenir compte des questions d'aménagement du territoire. Mais le ferroviaire n'est pas pertinent partout, notamment pour des questions de coût, de qualité du service. Et il faut trouver les solutions les mieux adaptées aux besoins. Les propositions permettent de clarifier les services TET répondant à un besoin d'intérêt national clairement identifié en le distinguant des services de transport TER répondant à des besoins régionaux. Une telle simplification
pourrait permettre à une seule autorité organisatrice d'améliorer l'offre et donc d'optimiser son coût sur un axe où aujourd'hui coexistent, c'est le constat, des TER et des TET sur les mêmes destinations. J'ai pris bonne note que les propositions consistent à renforcer l'exercice par l'État de ses compétences recentrées sur les services d'intérêt national. Enfin, les propositions soulignent la nécessité pour la SNCF de réaliser des efforts importants pour améliorer la qualité du service et pour maîtriser ses coûts. Le gouvernement présentera à la fin du mois de juin sa feuille de route en plusieurs étapes pour préparer l'avenir des trains d'équilibre du territoire. Elle répondra, cette feuille de route, à l'objectif de mettre fin à la dérive des déficits des TET et s'inscrira dans le respect des principes du maintien du droit à la mobilité et du respect de l'aménagement du territoire. Cette feuille de route retiendra la démarche d'une concertation indispensable avec les régions et les futures grandes régions. Pour ne pas assister impuissants à l'érosion des TET et à l'explosion des déficits d'exploitation qui les condamneraient définitivement à court terme, il faut remettre l'usager au cœur de l'offre de transport TET. Les trains TET méritent un avenir clarifié pour constituer un service de qualité aux usagers. Je veillerai à maintenir une offre de transport public de qualité sur tous les territoires. C'est mon objectif et celui du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Voilà pour ce débat qui s'est tenu mardi soir au Sénat à la demande du groupe communiste et qui portait donc sur l'avenir des trains intercités. Vous avez pu l'entendre, si de nombreux élus partagent le diagnostic effectué par le rapport Duron, remis fin mai et qui parlait d'un problème de vétusté de ces trains. Eh bien, beaucoup d'élus défendent les lignes les moins rentables et refusent qu'elles soient fermées. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h pour 24h Sénat, le journal. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.